Le nom des Hittites nous est parvenu à travers les récits bibliques. Il s'agissait d'un peuple féroce vivant aux abords de la Terre Sainte. On ne savait presque rien d'eux, jusqu'au XIXe siècle, lors de la mise au jour d'une cité perdue au cœur des vastes contrées inhabitées de Turquie. Cette découverte va bouleverser le monde archéologique. Regardez, c'est majestueux, époustouflant, et ça a plus de 3000 ans. Ici se dressait Hattusha, la capitale d'un empire tombé dans l'oubli, malgré ses prodigieuses avancées techniques. J'en reviens pas. Ils ont utilisé des techniques de construction très proches de celles d'aujourd'hui. Érigée sur des sommets escarpés, la ville était protégée par une muraille infranchissable. Une pyramide, rivalisant avec les plus prestigieuses réalisations égyptiennes, se dressait sur un flanc. Sous ses remparts, un dédale de tunnels souterrains. Et en son cœur, un ensemble de temples dédiés à des dieux depuis longtemps oubliés. Dominant l'ensemble, une impressionnante citadelle, demeure d'une dynastie de rois guerriers. Comment un empire aussi puissant et aussi sophistiqué a-t-il pu s'effacer de l'histoire? Pour le comprendre, nous allons essayer de retrouver la gloire passée d'Hattusha et de percer les secrets des Hittites. Partons sur les traces d'un empire oublié des temps bibliques, à la découverte du premier empire d'Asie mineure. C'est au cœur des montagnes reculées de Turquie, en Anatolie, que se dressent les ruines de ce qui fut la capitale du puissant empire hittite, la ville d'Hattusha. À quoi ressemblait cette cité sous le règne d'Hattushili III, l'un des derniers empereurs hittites? Au milieu des ruines se trouve peut-être l'explication de la chute et de la disparition soudaine d'un peuple pourtant au faîte de sa gloire. Tessa Dunlop étudie l'histoire à l'université d'Oxford. Elle va examiner les archives de la civilisation hittite pour nous faire découvrir l'héritage d'un peuple oublié de l'histoire. Pendant plus de 3000 ans, tout ce qu'on savait sur les Hittites tenait à quelques références bibliques. Jesse Karp est ingénieur. Il vit et fait des recherches depuis plusieurs années en Turquie. Il a hâte d'examiner de près les bâtiments monumentaux de la cité. Pour cette seule section, il a fallu 64 000 briques pesant 2500 tonnes en tout. C'est une fortification très sophistiquée pour l'époque. Il y a 4 millénaires, les Hittites apparaissent en Asie mineure et prennent le contrôle des montagnes reculées de l'Anatolie. Pendant 5 siècles, leurs puissants rois guerriers vont étendre leur territoire et leur hégémonie jusqu'aux terres de la Bible. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Hattushili III, les Hittites n'ont qu'un seul rival de taille, l'Égypte de Ramsès II. L'affrontement entre ces deux empires va déterminer le cours de l'histoire. Mais alors que l'Égypte s'est imposée comme l'une des plus célèbres civilisations de l'Antiquité, les Hittites vont disparaître sans pratiquement laisser de traces. Comment l'expliquer? Pour cela, partons à la découverte d'Hattusha en empruntant l'entrée principale, la Porte des Lions. Tessa est accompagnée de l'archéologue Julian Bennett. Elle désire savoir quand les explorateurs européens ont découvert pour la première fois ce site reculé, connu seulement à travers des récits de voyageurs et des mythes locaux. Ce devait être très excitant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une cité hittite perdue. D'autant qu'elle est très bien préservée. La découverte s'est faite en 1834, mais les études sérieuses n'ont commencé que dans les années 1890. Pourquoi bâtir la capitale d'un empire dans une région aussi inhospitalière, au climat aussi rude et à plus de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer? Nous voici à la Porte des Lions, l'une des entrées principales de la cité d'Hattusha. Ils sont splendides. N'est-ce pas? La gueule grande ouverte, la langue visible. Son emplacement rend la ville difficilement attaquable. Mais le climat est aride et les hivers sont terribles à vivre. Pourquoi choisir un tel endroit? Le climat était très différent à l'époque des Hittites. Le paysage était plus verdoyant, plus boisé et le climat plus humide. Les terres alentours étaient fertiles. Ah, je vois. Il y a de cela 35 siècles, le visiteur découvrait un paysage bien différent.
et la cité qui se trouvait devant ses yeux était bien plus spectaculaire encore. D'après les fouilles, la porte des Lions était flanquée de 2 tours rectangulaires de 9 mètres sur 15. Dans la tradition hittite, les lions sont un symbole de protection. Jesse Karp et Thomas Zimmerman, un spécialiste de l'art militaire de l'âge de bronze, se rendent sur les ruines de l'enceinte de la ville afin d'examiner les fortifications d'Hattusha. Nous marchons sur les vestiges d'une grande muraille d'enceinte, n'est-ce pas? Oui, nous déambulons sur ce qui reste de l'une des plus anciennes fortifications de la capitale hittite qui date de la fin du XVIIe siècle ou du XVIe siècle avant notre ère. S'il s'agit de fortifications, à quoi servaient ces cavités le long du mur? C'est étonnant, n'est-ce pas? Il s'agit d'une technique de construction très judicieuse qui consiste à ériger 2 murs parallèles, puis des cloisons à un intervalle de 2 mètres, 2 mètres 50. Les cavités étaient remplies de gravats et de terre compactée. Il y avait donc dans ce trou de la terre et des gravats? Exactement. C'était une technique très efficace pour édifier des fortifications. Cela donne un mur extrêmement résistant aux coups de bélier. Cette technique permet aux Hittites d'édifier des murs épais et solides beaucoup plus rapidement que s'ils avaient construit des murs pleins en briques. La muraille fait 6 mètres d'épaisseur, avec des cavités d'environ 2 mètres de large. Elles sont comblées de gravats et forment la base du mur. Une reconstitution en taille réelle nous donne un aperçu des proportions originales. Sur cette base très solide s'élevait un mur en briques. Pour construire cette section de 60 mètres de long, il a fallu 64 000 briques pour un poids total de 2500 tonnes. L'enceinte s'étend sur plus de 5,5 km et a nécessité pas moins de 2,5 millions de tonnes de briques et de gravats. C'est l'une des structures défensives les plus imposantes de ce type, jamais construite. Ces fortifications ne sont qu'une partie des travaux monumentaux que l'on attribue au roi Hattushili III, l'un des plus grands souverains hittites. Sa réalisation la plus spectaculaire se dresse au sud de la ville, face à l'Égypte. La véritable fonction du rempart de Yerkapi est un mystère. Il s'étend sur près de 250 mètres pour une largeur de 75 mètres et il était autrefois surmonté de hautes tours. 102 marches abruptes mènent à son sommet. Jesse et Thomas vont essayer de comprendre à quoi servait ce dispositif pyramidal. Thomas, on dirait l'entrée d'une structure colossale. Oui, cela fait partie d'une construction monumentale réalisée au XIIIe siècle avant notre ère, vers la fin de l'Empire hittite. Nous sommes devant la porte des Sphinx. Il y avait de chaque côté 2 immenses statues de Sphinx, dont on peut encore voir les traces. Ça me fait penser à une structure défensive. Je me trompe? C'est ce qu'on a longtemps cru, mais il y a peut-être une autre explication. Suivez-moi. D'étroits tunnels, faisant parfois jusqu'à 90 mètres de long, percent les remparts, reliant l'intérieur de la ville à l'extérieur. C'est dingue. Cette voûte de pierre encorbellée est magnifique. Les dalles terminales sont parfaitement alignées. Elles soutiennent des milliers de tonnes de pierre, de terre et de gravats. Ça a l'air solide. Ils ont dû se servir de terre pour donner la forme, avant de la retirer une fois les dalles en place. Exactement. Et il y a un autre détail intéressant. Le sol était originellement recouvert d'enduit blanc afin de refléter la faible lumière naturelle qui perce au point d'entrée. Pour éclairer la voie, quoi. Oui. On a d'abord pensé que ces tunnels permettaient d'attaquer par surprise les ennemis qui assiégeaient la ville. Mais une fois au pied des remparts, Jesse et Thomas n'en sont plus si sûrs. C'est un dispositif très impressionnant, mais une fois qu'on se trouve à ses pieds, on imagine mal son efficacité défensive. La pente, relativement douce, apparaît plus comme une invitation. Franchement, ça me paraît pas dissuasif du tout. Ce n'est effectivement pas une structure défensive.
mais un monument rituel qui témoigne de la vocation religieuse et politique de la capitale hittite. Il faut imaginer cela comme une scène gigantesque. Les prêtres passaient par la porte des Sphinx en portant la statue d'une déité. Le peuple se tenait là et assistait à la cérémonie. Les prêtres étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements. L'air embaumait l'encens et il y avait de la musique. Cette structure relève de la mise en scène de scènes. Son côté monumental symbolisait la puissance d'Hattusha. Oui. Cette pyramide servait aux célébrations religieuses, mais elle avait aussi une fonction symbolique très forte, comme le suggèrent les créatures postées de part et d'autre de l'entrée. Les sphinx appartiennent aux bestiaires mythologiques égyptiens. Pourquoi les Hittites ont-ils décoré leurs remparts avec des sphinx égyptiens? Pour tenter d'y voir plus clair, Tessa Dunlop décide de changer de perspective. La cité d'Hattusha est érigée sur un haut plateau des montagnes d'Anatolie. Loin au-dessus de la ville, Tessa voit distinctement le positionnement stratégique du rempart de Yerkapi, face à l'Égypte. D'ici, on se rend mieux compte de la taille et de l'importance du rempart de Yerkapi. Regardez, c'est majestueux, époustouflant, et ça a plus de 3000 ans. Imaginez l'effet que cela devait faire sur une délégation égyptienne qui arrivait par la route du Sud. La première chose qu'elle voyait, c'était cette gigantesque pyramide. Voici ce qu'un envoyé égyptien du XIIIe siècle avant notre ère aurait vu en arrivant à Hattusha. Le symbole éclatant de la puissance hittite. Le rappel que l'Égypte devait traiter avec l'Empire hittite d'égal à égal. En 1274 avant Jésus-Christ, l'équilibre des pouvoirs est en péril. Depuis peu sur le trône d'Égypte, Ramsès veut asseoir sa suprématie par une victoire militaire éclatante sur son rival hittite. Tessa Dunlop va chercher à savoir quelles sont les armes et les stratégies que le prince hittite Hattushili va lui opposer. Quelle sera l'issue de cette bataille des titans? Les hautes fortifications d'Hattusha lui permettent de repousser presque toutes les attaques ennemies. Mais pour survivre à un long siège, les Hittites doivent organiser leurs arrières. Jesse Karp se trouve à un peu plus de 3 km de la ville, à la recherche d'une source d'approvisionnement essentielle. Hattusha est alimenté en eau par plusieurs sources jaillissant dans les hautes montagnes qui surplombent la cité. Les actuels habitants de la région recueillent cette eau dans un bassin artificiel. Les Hittites faisaient de même dans plusieurs réservoirs similaires. Jesse longe la rivière qui descend vers une vallée parallèle au site d'Hattusha. Pour savoir comment les Hittites s'assuraient un approvisionnement permanent en eau, il faut se rendre dans la ville haute et passer par la porte du roi. Des canalisations en argile détournaient l'eau vers la cité. C'est le système d'approvisionnement en eau le plus perfectionné de l'époque. Mais si les ennemis les découvraient, ils pouvaient couper ou empoisonner l'eau. Pour s'en prémunir, les Hittites avaient aménagé des réservoirs dans l'enceinte même de la ville. Les fouilles ont révélé qu'il y avait 7 bassins semblables répartis dans toute la cité. Leur facture démontrait un savoir-faire très sophistiqué. Celui-ci faisait 60 mètres sur 90 pour une profondeur d'1,50 m. Des roches imperméables en tapissaient le fond et les bords étaient renforcés par des plaques de calcaire, ce qui assurait des pertes minimales. Le réservoir pouvait contenir plus de 75 000 hectolitres d'eau, de quoi couvrir les besoins de 10 000 habitants durant 200 jours. Les défenses d'Hattusha sont en place. Hattushili est désigné commandant en chef des forces armées hittites par le roi Muwatalli II. Il quitte la ville en 1274 avant notre ère pour affronter Ramsès II, le plus puissant souverain de l'Antiquité. L'enjeu du conflit, les frontières de leur royaume. L'Empire hittite s'est étendu très rapidement et englobe de riches terres autrefois possession égyptienne. Les deux armées vont s'affronter à la ville frontalière de Kadesh. C'est la première grande bataille entre deux nations.
Il ne s'agit pas d'une simple rivalité entre deux chefs de clan ou deux cités, mais du choc de deux empires, celui des Hittites et celui des Égyptiens. Pendant plus de 3000 ans, seuls les temples égyptiens ont gardé la mémoire de cette bataille. Tous proclament la victoire triomphale de Ramsès. Or, dans les ruines d'Hattusha, les archéologues ont mis au jour des milliers de tablettes d'archives. Les histoires concordent-elles? Pour le savoir, il a tout d'abord fallu déchiffrer cette écriture inconnue. Découvrons avec Tessa Dunlop les archives hittites conservées au musée local. Voici une tablette cunéiforme. De près, on peut voir une série d'impressions formées par une tête de roseau taillée. Chaque signe représente une syllabe ou un son. Ce système d'écriture n'a été déchiffré qu'au XIXe siècle. Il a fallu de longues années pour que les philologues percent les mystères du cunéiforme. Ces tablettes ont livré nombre d'informations sur la civilisation hittite et sur l'issue de la bataille de Kadesh. Ramsès a laissé à la postérité le souvenir d'une victoire écrasante en faveur des Égyptiens. Mais quand on se réfère aux archives hittites, on découvre une toute autre version des faits. Selon les documents hittites, Ramsès s'est retrouvé pris au piège, ses ennemis ayant réussi à le couper d'une grande partie de ses troupes. Alors que le pharaon marche sur Kadesh, les Hittites, supposément à plusieurs jours de là, mènent une charge décisive. Les chariots hittites déferlent sur les soldats égyptiens et Ramsès échappe de peu à la mort. Les renforts arrivent à temps pour le secourir. À son retour en Égypte, Ramsès fait graver sur les temples le récit d'un retournement de situation épique au cours duquel il a personnellement changé le cours de la bataille, offrant à son peuple une victoire triomphale. Est-ce seulement la vérité? Tessa et l'archéologue Julian Bennett nous révèlent la version hittite des événements. Les souverains d'Égypte étaient réputés pour leur maîtrise de la propagande. Ramsès s'est vanté d'une victoire éclatante à Kadesh, alors que les Hittites prétendent le contraire. C'est vrai, la version de Ramsès était destinée au peuple égyptien. Elle proclame sa victoire incontestée. Il n'était pas question d'admettre ou de relater une défaite. La version hittite n'était pas destinée à être promulguée. En fait, elle est plus objective. Ainsi, malgré ce que Ramsès prétendait, les Égyptiens se seraient pris une raclée par le général hittite Hattushili? Vraisemblablement. Cette victoire sur une puissance étrangère aussi importante aura des conséquences déterminantes pour les Hittites. En sauvant Kadesh des ambitions égyptiennes, Hattushili devient un héros national. Selon les archives hittites, le roi, qui n'est autre que le neveu d'Hattushili, prend ombrage de la gloire de son oncle et complote sa perte. Hattushili décide de réagir et transgresse la loi hittite la plus sacrée en s'emparant du trône. Une fois au pouvoir, il entreprend l'un des projets de construction les plus ambitieux qu'Hattusha ait connu. Les Hittites respectaient des règles strictes de succession dynastique, ce qui a largement contribué à la longévité et à l'unité de leur empire. Mais en 1265 avant notre ère, le prince Hattushili renverse son neveu, le roi Mutuwalli, pour prendre le pouvoir. Hattushili III était un homme très respectueux des lois. Et il se trouvait devant un dilemme. Prendre le pouvoir était le seul moyen de sauver l'Empire. Malgré un large soutien, Hattushili enfreint l'une des lois hittites les plus sacrées en déposant l'héritier légitime au trône et en se proclamant roi. Peut-être est-ce pour se racheter qu'il entreprend de restaurer et agrandir le grand temple de la cité. C'est en compagnie de l'archéologue Julian Bennett que Tessa visite les ruines du temple. Quels étaient les rituels qui avaient lieu ici? C'est immense. Aidez-moi à m'orienter. Ce temple est en effet gigantesque. Nous venons d'y pénétrer par l'entrée principale, l'entrée cérémoniale. C'est époustouflant. Mon regard est irrésistiblement attiré par cette pierre. Qu'est-ce que c'est? Au sein du temple se trouve un objet énigmatique, un bloc de pierre verte longtemps considéré comme étant une météorite. C'est la fameuse pierre verte. On n'a qu'une envie, la toucher. Elle est si lumineuse
Et si douce. Elle a été polie par les nombreux visiteurs. À quoi servait-elle? Excellente question. C'est une roche locale, cela ne fait aucun doute. Elle n'est pas tombée du ciel. Les tablettes mentionnent des pierres rituelles, des pierres sacrées. Ce pourrait très bien être l'une d'elles. Le sanctuaire est entouré de blocs de pierre, parmi les plus grosses que l'on trouve dans la ville. Voici le mur extérieur du temple. On voit les traces des colonnes sculptées dans les blocs de calcaire. Ils sont énormes. Certains blocs pèsent près de 20 tonnes. C'est très imposant. Comment ont-ils pu les transporter jusqu'ici? À la force des bras, les esclaves étaient mis à contribution, mais ils devaient probablement employer des hommes libres aussi. Dans le sanctuaire se trouvait une cour intérieure, à ciel ouvert. Venait ensuite le Saint des Saints, qui abritait les statues du dieu de l'orage et de la déesse mère Soleil. Voici l'une des deux salles de culte. On retrouve d'ailleurs le même type de roche verte. C'est un carré presque parfait, très intime. Effectivement, tout au fond, on voit le piédestal d'une statue. Ce temple était dédié à Teshoub et à sa parèdre. Dans l'une des tablettes exhumées, il est dit que la statue de Teshoub était faite d'or. Une reconstitution en 3D des plans du Grand Temple montre qu'il était le plus grand bâtiment de la ville, avec 60 mètres de long sur 40 mètres de large. Au cœur de ce vaste complexe, dans le Saint des Saints, se dressaient les statues de Teshoub, dieu de l'orage, et la déesse mère Soleil. Ces sanctuaires n'étaient accessibles qu'au roi, à la reine et aux hauts dignitaires. Jesse Karp cherche aux environs de la ville l'endroit où les Hittites ont extrait les blocs monumentaux qui ont servi aux fondations du temple. Voici la carrière d'où viennent les blocs de 20 tonnes. Je suis au Keshakaya. C'est ainsi que les Turcs appellent une carrière. C'est ici que les Hittites venaient extraire leurs blocs de calcaire. On voit ici une fissure. Ils y inséraient des poutres de bois qu'ils gorgeaient d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Au musée local de Sorom, Thomas Zimmerman montre à Jesse comment les murs du Grand Temple ont été érigés. On a ici la coupe transversale d'un bâtiment hittite. Pouvez-vous nous expliquer comment ils procédaient? Bien sûr. Les fondations étaient en calcaire, la charpente en bois et la superstructure en briques de terre crue. Le tout était surmonté par un toit plat en bois cimenté avec de la boue. De nos jours, on rive nos maisons aux fondations. Le faisait-il également? Oui, exactement. On voit ici deux trous destinés à fixer la charpente aux fondations rocheuses. Mais comment faisait-il pour percer des trous dans la roche? Avec un forêt en bronze. Un guide local, Hanan Ozel, va montrer à Jesse comment les Hittites procédaient. Nous avons ici la réplique d'une perceuse manuelle hittite. Il pouvait percer plus de 7,5 cm en 1 heure avec cet appareil. En voici la démonstration. La drille est munie d'un forêt en bronze qui, dans un mouvement de rotation, va percer la roche. Le trou ainsi creusé va permettre de river la charpente aux fondations. Grâce à des recherches minutieuses, nous savons désormais comment les Hittites ont érigé leur grand temple, voilà 35 siècles. Ils utilisaient d'énormes blocs de calcaire pour faire les fondations, qu'ils comblaient avec des gravats. Ils y rivaient ensuite une charpente en bois, qu'ils remplissaient de briques de terre crue. Les murs recouverts d'enduit faisaient 1,80 m d'épaisseur pour 12 mètres de haut. Cette structure labyrinthique était l'une des plus monumentales de l'Antiquité. Aux yeux des Hittites, les statues de la déesse du soleil et du dieu de l'orage étaient plus que des idoles. Ils étaient la représentation vivante des divinités sur Terre. Les tablettes cunéiformes nous ont livré de nombreuses informations sur les rituels. Les statues étaient lavées quotidiennement et revêtues de vêtements.
L'une d'elles portait une tunique tissée d'or. On leur offrait des offrandes et de la nourriture, on les divertissait. C'était une religion très structurée, au culte très précisément codifié. Le dieu de l'orage et la déesse du soleil n'étaient pas les seules divinités auxquelles les Hittites rendaient hommage. Dans la ville haute d'Atoucha, on trouve les ruines de plus de 30 temples. Ils étaient dédiés à des dieux de peuples conquis. La femme d'Atouchili, Puduepa, était une prêtresse d'un royaume soumis par les Hittites. En se rattachant à l'Empire, son peuple a intégré ces divinités au panthéon hittite. L'Empire hittite était composé de nombreux peuples aux origines différentes. On les appelle Hittites, mais ils venaient de peuplades d'ethnies très différentes, avec chacune leur dieu. Donc le panthéon de départ s'élargissait à mesure des conquêtes pour satisfaire les différents vassaux de l'Empire. Exactement. C'est pour cela que les Hittites étaient appelés le peuple aux 1000 dieux. Mais il n'y avait pas que la religion comme facteur d'unité, comme le démontrent leurs archives. Tous ces peuples étaient unis sous une seule et même législation. On qualifie souvent les Hittites de peuple aux 1000 dieux. Mais on pourrait tout aussi bien les appeler le peuple aux 1000 lois. Chaque aspect de la vie était encadré par la loi. Les lois hittites étaient nombreuses et très détaillées, légiférant les divorces aussi bien que les limites de l'autorité royale. À la différence des autres législations de l'époque, le droit hittite mettait l'accent sur la réparation des préjudices plutôt que sur la répression. Une des tablettes nous donne un très bon aperçu de l'esprit des lois hittites. Le système reposait sur l'idée de compensation et non de rétribution. Si par accident vous brûliez la maison de votre voisin, vous deviez lui en bâtir une nouvelle. C'était une vision très progressiste des choses. Le droit hittite prend toute sa dimension dans la rédaction des traités. Les Hittites maîtrisent les arcanes de la diplomatie et en font une arme redoutable. Lorsqu'ils jettent leur dévolu sur un peuple, ils offrent toujours à leurs adversaires la possibilité de se soumettre sans effusion de sang. De nombreux royaumes ont ainsi capitulé sans qu'il n'y ait eu de bataille. Les Hittites rédigent ce qui va être considéré comme le premier traité de paix international. Il est aujourd'hui conservé à Istanbul. Tessa Dunlop veut comprendre ce qui a bien pu motiver un tel traité. Elle veut également comprendre comment l'empire hittite a pu disparaître aussi brutalement alors que la paix entre les deux plus puissants empires de l'époque était signée. Tessa est à Istanbul. C'est peut-être ici, à des centaines de kilomètres d'Atoucha, qu'elle trouvera les pièces manquantes du puzzle de l'histoire mystérieuse de l'empire hittite. Je suis au cœur d'Istanbul, considéré comme l'un des principaux foyers de la civilisation. Le premier empire politiquement unifié d'Anatolie, à savoir l'empire hittite, recouvrait en effet une grande partie de l'actuelle Turquie. Les Hittites ne sont jamais venus jusqu'à Istanbul, qui n'existait pas encore. Mais c'est ici qu'une grande partie de leur trésor est conservée. Istanbul est une ville tout en contraste, qui s'ouvre à l'est sur l'Asie et à l'ouest sur l'Europe. C'est une ville en pleine effervescence, au sein de laquelle le musée archéologique offre une oasis de calme. Il abrite ce que beaucoup considèrent comme les documents les plus importants jamais écrits. Il s'agit du traité de Kadesh, rédigé 16 ans après la bataille qui opposa les Hittites et les Égyptiens. Tessa va à la rencontre du professeur Ali Dinkol, l'un des grands spécialistes de la civilisation hittite. Professeur Dinchol, voici le fameux traité de Kadesh. Pourquoi a-t-il été signé aussi longtemps après la bataille? Il a fallu attendre qu'Atouchili stabilise la situation politique en Anatolie avant de s'entendre avec l'Égypte sur un traité. Il a donc fallu qu'Atouchili assure son pouvoir à l'intérieur de ses frontières avant de regarder au-delà. Oui. Est-ce que le traité a été respecté? Oui, il n'y a eu aucune agression de part et d'autre après le traité, et ce jusqu'à la fin de l'Empire hittite. Le traité de Kadesh scelle la paix entre les deux superpuissances de l'époque. Avec l'Égypte comme allié, les Hittites n'ont plus rien à craindre au-delà de leurs frontières. Mais le danger vient de l'intérieur.
En ayant déposé l'héritier légitime du trône pour s'emparer du pouvoir, Atushili s'est fait de puissants ennemis qui veulent à leur tour le renverser. Pour se protéger, lui et sa famille, il entreprend un projet de construction monumentale et fait ériger la citadelle royale. Jesse Karp est en compagnie de l'archéologue Elif Denel sur le site de Büyükale. Bâtie sur un plateau rocheux entouré de falaises abruptes, la citadelle bénéficie de défenses naturelles qui sont renforcées par l'érection de murs fortifiés sur le modèle des murailles de la ville. Pour y accéder, il faut passer le baraquement des troupes d'élite de la garde royale, appelées les porteurs de la lance d'or. Ils ont juré allégeance à Atushili et à ses héritiers. Les gardes du roi vivaient sur place, mais ils étaient en faction 24 heures sur 24 dans cette cour. Ils n'étaient pas seulement dans la cour, mais partout ailleurs. La sécurité du roi était une priorité absolue. Le site offre un relief très avantageux en matière défensive. De ce côté, il y a des pentes abruptes et des falaises à pic. Avec les fortifications en plus, cela faisait un lieu très bien sécurisé. C'est certainement pour cela que le roi y fait construire sa résidence et son poste de commande. La vue est extraordinaire. On a une vision panoramique sur toute la vallée. Dans sa citadelle fortifiée, le roi avait tout ce dont il avait besoin, y compris ce que les archéologues pensent être un temple privé, surnommé la piscine du roi. Donc, il n'y avait pas d'arbre à cet endroit, mais un bassin cérémonial. Oui, des murs s'élevaient ici, surmontés d'un toit avec une ouverture juste au-dessus du bassin. Et il n'en reste plus que les fondations. Exactement. Malgré les milliers de textes religieux hittites déchiffrés, la véritable fonction de ce bassin reste une énigme. Les rituels de purification qu'aurait probablement pratiqué la famille royale ont été perdus. Il est une autre salle dont la fonction ne fait toutefois aucun doute. Ces fondations paraissent très différentes des structures voisines. Ce bâtiment était construit sur une immense plateforme et servait au roi de hall de réception. 5 murs soutenaient le plancher qui se trouvait au-dessus de nos têtes. 5 rangées de 5 colonnes agrémentaient la salle. Et c'est là que le roi recevait ses visiteurs. C'était donc ici que les hauts dignitaires étrangers et autres visiteurs de marque rencontraient le roi, c'est ça? Oui. Le grand hall de réception, où se dressaient 25 immenses colonnes, faisait plus de 30 mètres de long. C'est ici qu'Atushili recevait ses vassaux et les envoyait des grandes puissances étrangères, comme l'Égypte. Au-delà se trouvaient les appartements privés du roi, où n'avaient accès que la famille royale et les serviteurs de confiance. Nous avons probablement là les appartements royaux. Est-ce qu'on sait s'il vivait ici avec ses serviteurs et sa famille? Il avait des serviteurs, une femme et des concubines. Il est possible qu'ils aient tous vécu ici. C'est vrai que c'est l'endroit rêvé pour bâtir son palais. La famille royale hittite vivait isolée, et l'on sait peu de choses sur les concubines d'Atushili et leurs enfants. L'histoire gardera cependant la mémoire de la reine Pudu-Epa, l'épouse d'Atushili, qui joua un rôle public plus important qu'aucune autre souveraine n'a tenu ou ne tiendra après elle. C'était une femme de tête. Elle avait reçu une très bonne éducation, qui la faisait exceller en diplomatie. Elle savait comment gouverner un pays, dans le sens où elle en a grandement influencé l'organisation. Pudu-Epa a contribué à faire de ce complexe palatial le centre de l'Empire. Avec son entrée sous haute protection, c'est une ville dans une ville, abritant un temple royal et un hall de réception qui fourmille d'envoyés de tous les royaumes de l'Antiquité.
Niché sur un haut plateau de 250 sur 150 mètres, donnant sur des pentes abruptes, le palais domine la ville d'Atoucha. C'est le grand chef-d'œuvre du long règne d'Atushili. Mais, tout comme le reste de la ville, le palais est destiné à connaître une fin prématurée. Qu'est-ce qui va causer la chute si soudaine d'un empire au faîte de sa puissance? Jesse Karp est à 1,5 km au nord-est d'Atoucha en compagnie de l'archéologue Elif Denel. Il visite le très beau site de Yazili-Kaya, un lieu de culte dont on attribue l'aménagement à Atushili, l'un des derniers empereurs hittites, et à sa femme Puduepa. Nous entrons dans le sanctuaire à ciel ouvert de Yazili-Kaya. Waouh, c'est incroyable. Ces bas-reliefs et ces inscriptions sculptées dans la roche. Les dieux sont représentés à gauche et les déesses à droite. Et quelle était la fonction de ce lieu? Le sanctuaire, dans son ensemble, est dédié aux dieux de l'orage. Nous avons ici une procession de dieux et de déesses se dirigeant vers la figure centrale qu'est Teshub. C'est le nouveau panthéon que Puduepa, l'épouse d'Atushili III, amène de son pays d'origine au sud de l'Empire et qu'elle va consacrer en se mariant avec le roi. Puduepa va tenter d'harmoniser le millier de divinités hittites en un panthéon simplifié et homogène. Malgré cette tentative d'unification, d'autres forces œuvrent à démanteler l'Empire. Le mari de Puduepa, le roi Atushili III, vainqueur de la bataille de Kadesh et artisan de la paix avec l'Égypte, meurt en 1237 avant notre ère. Sa sépulture n'a jamais été retrouvée, mais son petit-fils a fait creuser une chambre funéraire dans le sanctuaire de Yazili-Kaya. On y accède par un passage taillé dans la pierre. Cet endroit détient peut-être le secret de la disparition soudaine de l'Empire hittite. C'est le dernier monument connu légué par le peuple d'Atoucha. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes dans le sanctuaire construit par le petit-fils d'Atushili III, le dernier roi hittite. L'Empire était alors sur le déclin? L'Empire s'est désagrégé sous le règne du petit-fils d'Atushili. D'après les inscriptions de cette chambre, les archéologues situent la brusque chute de l'Empire hittite 30 ans après le règne d'Atushili. Pour tenter de comprendre pourquoi le petit-fils d'Atushili fut le dernier des rois hittites, Julian Bennett emmène Tessa Denlop voir une inscription à peine visible appelée Nishantash. Que veut dire Nishantash? Nishantash est un mot turc qui veut dire pierre marquée. Voici cette pierre. Que raconte-t-elle? L'inscription se lit de droite à gauche. Il est question des victoires et hauts faits du petit-fils d'Atushili. La plupart des batailles mentionnées ne sont pas des conquêtes qui auraient agrandi l'Empire, mais des guerres intestines. Les héritiers d'Atushili peinent à maintenir l'unité de l'Empire. Sur le site d'Atoucha, Jesse tente de trouver des indices qui permettraient de comprendre comment la ville a sombré subitement dans l'oubli. Elif Denel lui montre les ruines des archives royales où étaient entreposées des milliers de tablettes en argile. L'événement fortuit qui les a préservées presque intactes à travers les millénaires pourrait nous éclairer sur ce qui est arrivé à la ville. On a trouvé des milliers de tablettes d'argile qui ont été cuites par un incendie. Le toit s'est effondré et le feu s'est propagé à l'ensemble. Des bouts de briques calcinées qui tapissaient les murs du bâtiment montrent qu'il y a eu un grand incendie. Et quand le toit s'est effondré, les salles se sont transformées en gigantesques fournaises. Oui. Est-ce que la préservation des tablettes par le feu pourrait nous éclairer sur la destruction et l'abandon de la ville? Nous savons que l'incendie a eu lieu à la même époque que la désertion de la ville par ses habitants. Mais on ne sait pas avec certitude si c'était juste avant ou juste après. L'incendie a consumé les archives ainsi que l'ensemble du palais d'Atushili et de nombreux autres bâtiments de la ville. Mais comment s'est-il déclaré? Les archéologues n'ont trouvé aucune trace de percée ennemie dans les fortifications de la ville.
Cela étayerait la thèse d'un conflit intestin. Selon moi, le problème était d'ordre interne. Peut-être y a-t-il eu une guerre civile, un affrontement entre clans pour accéder au trône. Et c'est ce qui a précipité la chute de l'Empire. En enfreignant les lois successorales sacrées, Atushili a créé un dangereux précédent qui semble avoir déclenché une guerre civile 30 ans après la fin de son règne. C'est donc à la suite de luttes intestines que l'Empire hittite se désagrège. Les Hittites abandonnent leur capitale en ruine. Sans véritable chef comme principe unificateur, la région plonge dans le chaos. Ce fut une période sombre et violente. Les vivres vinrent à manquer. Il y a eu des mouvements de population à la recherche d'un nouvel habitat. Bien qu'Atusha soit presque entièrement réduite en cendres, la civilisation hittite ne va pas s'éteindre complètement. L'entrée principale d'Atusha était flanquée de 2 lions, un des symboles les plus récurrents de l'art hittite. 4 siècles après la destruction de la ville, les descendants hittites ont sculpté des statues pratiquement identiques à Canaan, patrie des Hittites de la Bible. Ce lion date du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit 400 ans après la chute de l'Empire hittite à Atusha. Regardez comme la ressemblance avec les lions qui flanquent la porte d'entrée de l'ancienne capitale est frappante. Malgré la destruction du foyer de la civilisation hittite, des néo-hittites ont survécu dans certaines régions de l'actuelle Syrie. On trouve de grandes similitudes entre ces peuples et les tribus cananéennes mentionnées dans la Bible qui coexistaient avec Israélites au temps du roi David. Quel que soit leur lien avec ces tribus bibliques, ceux que l'on appelle désormais les Hittites ont érigé l'une des plus remarquables cités du Proche-Orient. Une ville qui a connu son apogée sous le règne d'Atushili III, avec les imposants remparts de Yerkapi, le Grand Temple et la citadelle royale. Ces puissantes fortifications n'ont malheureusement pas mis la dynastie d'Atushili à l'abri des querelles de succession qui ont suivi sa prise du pouvoir. En l'espace d'une seule génération, Atusha a disparu dans les méandres de l'histoire. Il a fallu plus de 3 millénaires pour que l'on redécouvre sa splendeur passée.